Merci tout le monde d'être là. Je suis très content personnellement parce que on a commencé cette think tank cette année. C'est notre troisième webinaire et on voit qu'il y a de plus en plus de participants et ça fait vraiment plaisir. On voit qu'on peut créer vraiment un impact positif, j'espère, et avec plus de gens qui s'intéressent à ce sujet des drones. Donc ça nous motive fortement. Il y avait 170 inscrits, si je ne me trompe pas. C'est Donc, ça ça. fait vraiment plaisir. Comme je le disais tout à l'heure, je crois que c'est surtout grâce à Cassandra, plus qu'à moi. Mais c'est cool. C'était la meilleure de ces stratégies, du coup. Donc, merci à tous d'être présents. Donc, un petit rappel de ce qui est les think tanks et le but de cette initiative. Ouais, c'est surtout, il faut comprendre que c'est quelque chose de bénévole. OK? Et le but, c'est un but qui concerne à tous. J'essaie d'intégrer les experts, les professionnels et peut-être des gens qui ne sont pas professionnels, mais qui vont quand même être concernés par le développement de cette nouvelle industrie. Je suis persuadé que l'industrie, pour qu'elle se fasse de façon robuste, c'est-à-dire sûre pour tout le monde, fiable, et que puisse se développer sans encombre, sans interruption, ben, il faut impliquer toutes les parties prenantes. Et il y a des parties prenantes qui peut-être on n'a pas encore considéré. Donc, c'est un espace où tout le monde peut s'exprimer. Et je le répète à chaque fois, à chaque webinaire. Dans cet effort, on crée des webinaires. On va participer aussi dans l'événement annuel de l'ENAC Alumni et l'état de l'air à Paris. On organise une table ronde avec la participation et que c'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir compter avec David Crombie, par exemple, que c'est le directeur drone de la DGAC. Et on va discuter sur l'avenir de tout ce qui est drone et VTOL en milieu urbain. Et on va s'intéresser sur l'expérience que Volocopter a eue, par exemple, lors des JO, entre autres choses. Donc, on aura des intervenants qui ont été autour de ces projets de Volocopter, mais pas que. Et donc, ouais, ça promet en tout cas, ça promet. Et si vous êtes à Paris, c'est une belle opportunité de rencontrer ces personnes-là et de créer un réseau aussi entre nous. Donc voilà. Quoi de plus? Oui, encore, oui, une petite note, rappel avant de donner la parole à Cassandra. Et donc, comme je l'ai dit, ce groupe-ci, il est bénévole. Il n'y a il y a aucun intérêt commercial et dans ce qu'on fait. On le fait enfin, comme j'ai dit, avec le but, avec un but transparent pour tout le monde. Mais par contre, on peut parler des produits, les intervenants que j'appelle, ils représentent normalement une société parce que pour être expert, il faut travailler dans le domaine. Donc, c'est normal de présenter un produit, de faire l'accent sur une société. Mais je voulais juste que ce soit clair pour tout le monde qu'en tout cas, aucune activité de Tintac Advanced Air Mobility est sponsorisée. Il n'y a aucun but commercial et on est tous libres de nous exprimer et de former nos propres avis. Donc voilà. Avec ce disclaimer, ben, j'ai fini avec mes annonces et je donne la parole à Cassandra. Et c'est vraiment un honneur de t'avoir avec nous, Cassandra. Je te laisse te présenter toi-même, s'il te plaît. Merci beaucoup. J'aimerais tout d'abord remercier chaleureusement l'ENAC Alumni pour son invitation et puis pour la parfaite organisation de cet événement qui nous permet de parler de sujets, je crois, passionnants. Donc, je suis Cassandra Rotilli, je suis responsable des départements juridiques et nouvelles technologies chez Airspace Drone. Airspace Drone, c'est une société qui fait de la gestion et de la sécurisation du trafic aérien basse altitude et qui propose, qui fait d'autres choses également, mais qui propose en particulier des solutions logicielles. Euh, tac. Euh, Juste, je m'excuse, je dois t'interrompre parce que je n'ai pas précisé quelque chose, et j'ai oublié, c'est important. Concernant les questions, donc Cassandra va dérouler une présentation
Et pour que ce soit fluide, j'aimerais bien qu'on évite d'utiliser les micros. Du coup, c'est la dynamique qu'on garde à chaque webinaire. Et si vous avez des questions, vous pouvez l'écrire. Et de toute façon, je vais essayer d'échanger un petit peu avec Cassandra pour faire la présentation plus dynamique. Si je vois qu'il y a des questions qui peuvent être pertinentes à ce moment-là, je les poserai. Et sinon, à la fin du webinaire, on va garder les 10 ou 15 dernières minutes pour répondre à la liste de questions qui s'est accumulée. Et je choisirai, s'il y a beaucoup de questions, je choisirai les questions que je trouve les plus pertinentes. Et comme ça, je poserai la question à Cassandra. Et voilà. Voilà. Comme ça, on assure que ça va se dérouler de façon fluide la présentation. Et voilà, je te redonne la parole, Cassandra. Merci. Oui, vraiment, si vous avez des questions ou des interrogations, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, on y répondra avec grand plaisir. Comme je le disais, je travaille au sein d'Airspace Drone et j'ai été recrutée début de l'année 2021 pour créer avec mes collègues une application de préparation de mission drone qui respecte vraiment toutes les contraintes réglementaires, aéronautiques, géographiques, dans l'optique de faciliter les démarches des télépilotes. Et l'atout principal de cette application, c'est son moteur réglementaire qui va orienter directement les télépilotes vers la catégorie la plus appropriée de vol. Donc on a tout fait vraiment pour faciliter la vie des télépilotes et qu'ils puissent se concentrer sur leur mission et sur leur métier. C'est une application qui est publique et gratuite et donc que vous pouvez tester au lien qui s'affiche à l'écran. Alors pourquoi ce sujet? Pourquoi drone et données géographiques? Eh ben, c'est un sujet beaucoup plus complexe qu'il n'en a l'air. J'entends certains de mes collègues, parfois pilotes, dire que c'est plus facile de mettre un avion en l'air qu'un drone. Donc je ne sais pas si vous serez aussi de cet avis-là, mais voilà, en tout cas, la question se pose. Si le pilote VFR n'aura qu'à prendre une carte de référence pour sa préparation de navigation, le télépilote de drone, quant à lui, aura à vérifier un bon nombre de contraintes, ce qui est quasiment impossible sans un outil de préparation de mission. Il va avoir un nombre de contraintes qui est assez important dans des sources diverses. Parfois, ces données, elles doivent être exploitées parce qu'il n'y a pas de représentation cartographique, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui est fastidieux. Donc, je vais analyser avec vous toutes ces contraintes une par une. Tout d'abord, avant d'analyser les contraintes, je vais revenir à quelques généralités sur le sujet. Vous le savez certainement si vous êtes présent ce soir, mais il y a une réglementation européenne des drones qui est entrée en application à la fin de l'année 2020. Mais il est important de préciser quand même que la gestion de l'espace aérien, ça demeure une compétence nationale. Les États membres, ils sont tenus de publier des zones géographiques UAS. C'est prévu dans le règlement européen 2019-947 à des fins de géovigilance, et ceci dans un format numérique unique et commun. Vous avez dû entendre parler du format EUROCAE ED 269 et maintenant du format ED 318. Pourquoi ce nouveau format? On a un nouveau format pour prendre en compte en fait les contraintes de l'USpace et notamment tout ce qui est reconfiguration dynamique de l'espace aérien. Pour en revenir aux bases, qu'est-ce qu'une zone géographique? C'est une partie de l'espace aérien dans laquelle des conditions particulières s'appliquent à l'exploitation de drones, que ce soit pour des raisons de sécurité, de respect de la vie privée, de protection des données à caractère personnel, de sûreté ou encore pour des raisons environnementales. En France, les conditions particulières qui s'appliquent dans ces zones géographiques, elles sont établies par des textes de nature réglementaire et on les retrouve à l'arrêté du 3 décembre, 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord. Donc c'est un arrêté que je vais beaucoup citer. Si vous me le permettez, je vais tout simplement l'appeler l'arrêté du 3 ou l'arrêté espace. Touk, 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 touk. Je vérifie que je vous ai bien tout dit là-dessus, sur ces généralités. Ces zones géographiques, elles peuvent prendre la forme, par exemple, d'espaces aériens contrôlés, de zones réglementées ou interdites, ou de cœurs de parcs nationaux, par exemple.
La DGAC française, donc la Direction générale de l'aviation civile, elle participe à une task force sur les zones géographiques US au niveau de l'Agence européenne de la sécurité aérienne, donc l'AESA, parfois appelée l'EASA selon l'acronyme si on le prend en français ou en anglais. Alors évidemment, la gestion de l'espace aérien demeure une compétence nationale, je l'ai dit, donc pourquoi l'AESA? Eh bien, l'AESA va quand même définir des règles sur la manière de publier ces zones géographiques UAS. Donc c'est sur la manière de publier ces données, sur leur format, etc. Et en France, on a quelque chose en plus. On a un outil supplémentaire qui est le géoportail, que vous devez connaître, hein, avec sa couche restriction US, catégorie ouverte et aéromodélisme. Donc, ce qu'on peut dire à la vue simple de cette couche de géoportail, c'est qu'elle s'appelle catégorie ouverte et aéromodélisme. Donc, elle ne va pas englober aujourd'hui la majorité des vols plus professionnels, même si j'aime pas parler de professionnels parce qu'il n'y a plus de distinction loisirs et professionnels, mais aujourd'hui, il y a quand même un bon nombre de vols qui ont lieu en catégorie spécifique. Et cette carte n'est pas du tout faite pour la catégorie spécifique de la réglementation. Donc vous voyez apparaître à l'image une illustration du géoportail sur une zone en particulier. Alors, est-ce que le géoportail est suffisant pour respecter la réglementation dans son ensemble? Non. Donc tout d'abord, comme je viens de le dire, c'est limité à la catégorie ouverte et à l'aéromodélisme, donc pas adapté aux spécifiques. Après, ce qui est intéressant avec cette carte, c'est qu'elle donne quand même un bon aperçu rapide de là où il est possible de voler. On voit en un clin d'œil vol interdit ou là où le vol est permis. Donc voilà, pour avoir un aperçu rapide des zones, se faire une idée rapide de là où on peut voler et là où on peut pas voler, c'est intéressant. Je vais toutefois émettre quelques critiques, hein, parce que bon, je suis là pour ça aussi. Sur le géoportail, la mise à jour des données est parfois lente. Si je vous donne un exemple, par exemple pour les zones interdites à la captation aérienne de données, qu'on appelle les ICAD, la dernière fois qu'il y avait des jeux de données sur ces ICAD, le géoportail a mis 5 mois à les mettre à jour. Donc 5 mois, c'est long, surtout quand on doit respecter cette obligation réglementaire. En second lieu, le géoportail n'est pas exhaustif. Il n'y a pas toutes les contraintes que l'on doit prendre en compte. Par exemple, il n'y a pas tous les terrains d'aviation qui sont référencés sur le géoportail. Et enfin, la dernière critique, et pas des moindres, c'est que pour moi, géoportail, c'est inutilisable. On ne va pas savoir d'où vient la contrainte parce qu'on va superposer toutes les strates, interdictions, restrictions, sans le détail, en prenant en compte le pire des cas. Géoportail, il ne va pas prendre en compte la temporalité, c'est-à-dire qu'il y a des zones militaires qui vont être montrées comme étant actives en permanence, alors qu'elles ne le sont pas. Vous le voyez à l'écran, la grosse zone rouge que vous voyez, c'est la zone centre. C'est une zone d'entraînement pour les besoins de la défense. Et il y a en permanence marqué vol interdit, alors que finalement, elle est peu active. Donc on se dit, bon, elle est peu active, je le sais, je vais aller regarder les horaires d'activation, mais là, on est un peu piégé parce que derrière, je ne peux pas voir le détail des contraintes qu'il y a derrière cette zone centre, et en particulier des contraintes aérodromes. Une autre illustration des problématiques rencontrées, mais cette fois-ci par le dataset Zone US dont je vous ai parlé tout à l'heure, que sont obligés de publier les États membres. Donc à la droite de votre écran, vous avez une représentation visuelle de ce dataset. Je rappelle que c'est une représentation que j'ai moi-même mise sur une cartographie parce qu'elle n'existe pas sous forme cartographique. Et à gauche, vous avez notre outil Flyby. Ce qu'on peut dire de ce dataset zone de restriction UAS, c'est que le fichier, bah, je vais parler pour le fichier français en tout cas parce que j'ai pas regardé dans le détail tous les autres fichiers européens, mais le fichier français, il n'est pas exhaustif. Ensuite, ce qu'on veut dire, c'est qu'il n'y a pas de représentation visuelle de ces données, donc c'est inexploitable pour le commun des mortels, sauf DJI qui permet d'intégrer ce format. Mais vous me direz dans le chat si vous avez essayé d'intégrer ce format dans DJI, hein. Ça m'intéresse vachement. De ce que j'ai vu, les zones, elles se superposent toutes et elles ont la même couleur, donc finalement, c'est pas très pratique. Mais faites-moi vos retours d'expérience là-dessus, ça m'intéresse.
Et enfin, certaines zones n'ont pas les bonnes limites. Par exemple, pour les zones naturelles, on le voit à droite, on va avoir une coordonnée centrale et on va appliquer un buffer rond que vous voyez, et ça va pas définir le périmètre exact. Donc vous voyez bah, les deux zones du bas, vous avez deux zones naturelles. Donc celle du bas, c'est la Moëse d'Oléron. Donc vous voyez que effectivement vous avez une coordonnée centrale et un buffer, alors que sur Flyby, vous avez à gauche la vraie définition de la zone, et on voit que c'est pas du tout la même géométrie, hein. Il en va de même avec le marais d'Yves à côté de Foura que vous voyez au milieu. Et enfin, surprise, tout en haut, il manque un aérodrome privé qui n'a pas été référencé par cette couche de données zone US. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que ni le géoportail, finalement, ni les zones US ne sont satisfaisants pour respecter toutes les obligations légales et réglementaires auxquelles les télépilotes sont assujettis. Donc, on va repartir de zéro pour étudier les contraintes à prendre en compte, et c'est ce que je vais tenter de faire avec vous aujourd'hui. Donc, on va voir quelles sont les contraintes à prendre en compte, quelle est l'obligation légale ou réglementaire à respecter derrière chaque contrainte, et quelles sont les sources de ces données. Par exemple, si je veux évoluer en zone peuplée, je vais devoir faire une notification en préfecture. Donc, nous, on n'a pas de dataset zone peuplée. Donc, on va chercher des données qui nous permettraient d'arriver à cerner des agglomérations, par exemple. Mais je vais en parler plus en détail après. Donc voilà, bah, toutes les contraintes. On voit quand même qu'elles sont nombreuses, de plusieurs types. Ça fait, ça fait beaucoup de contraintes, il y a beaucoup d'obstacles pour pouvoir les respecter toutes. Donc voilà, c'est les contraintes qu'on a essayé d'agréger dans Flyby au mieux pour les retranscrire de façon claire et compréhensible. Tout d'abord, sur les espaces aériens. Sur les espaces aériens, on va avoir les zones contrôlées CTR pour contrôle trafic région. Ce sont des zones qui sont publiées par l'AIP sur le site du SIA. Le vol à plus de 50 mètres et ou hors vue sera soumis à l'accord du gestionnaire. C'est des mesures qui sont prévues à l'arrêté espace. Ensuite, on va également avoir des zones interdites de survol qui peuvent être des prisons, des sites industriels sensibles, etc. Là, c'est également publié par l'AIP sur le site du SIA. On va avoir des zones restreintes dans lesquelles l'accord du gestionnaire sera nécessaire pour tout vol par drone, si le gestionnaire est mentionné. Cette strate, elle prend également en compte les zones réglementées qui constituent le RTBA, le réseau très basse altitude. Et ces règles sont prévues également par l'arrêté espace, mais qui renvoie au règlement d'exécution de l'Union européenne 923-2012, qui s'appelle le règlement SERA, SERA pour règles de l'air européenne normalisées. Ensuite, on a aussi les zones militaires, les zones Voltac, CEDBA et CEBA, qui sont publiées aussi par l'AIP sur le site du SIA. Pour ceux qui connaissent, c'est des zones qu'on trouvait avant dans le MIAM, donc dans l'AIP militaire. Voler au sein de ces zones nécessitera une notification auprès du ministère des Armées via Alpha Tango. Quoi qu'il arrive, et peu importe les horaires d'activation, on voit ces obligations dans l'arrêté espace. Faut faire un peu attention parce que ça renvoie encore au MIAM et pas à l'AIP. Alors, sur ces zones-là, j'ai pas de difficultés particulières, elles sont à peu près accessibles, hein. La difficulté va plus résider dans l'actualisation de la donnée avec le cycle ERAC qui doit être suivi tous les 28 jours. Donc, même si on a les bonnes données, c'est important de les mettre à jour régulièrement pour avoir les données les plus fraîches possibles. Ensuite, les sup AIP et les NOTAM. Donc, les sup AIP, ils vont être publiés tous les jeudis. Et pour les notables, c'est plus fréquent, on peut avoir plusieurs actualisations par jour même. Ici, ce que vous voyez sur la cartographie, ce sont des zones issues des sup AIP. Un sup AIP, il va modifier l'AIP et donc ajouter ou modifier des zones restreintes ou prohibées.
La source de ces sup IP, c'est le SIA. Sur la cartographie, je n'ai pas affiché les NOTAM parce qu'ils sont très nombreux, mais ils sont présents dans la préparation de vol flyby, mais pas directement sur la carte. Ces NOTAM, ils vont notifier d'une situation ou de règles à prendre en compte pour effectuer des vols. Ce qui est compliqué avec les NOTAM, c'est il y en a de très nombreux, comme je viens de le dire. Et nous, ce qu'on fait en interne, c'est qu'on les trie de manière à présenter uniquement ceux qui sont utiles pour le télépilote. Par exemple, il y a des NOTAM qui concernent des évolutions d'aéronefs à haute altitude. Ben là, ça ne sera pas nécessaire de les prendre en compte pour la pratique du drone. Donc, on va les enlever, ne pas les afficher pour les télépilotes parce que ça ne va pas forcément les concerner. La source de ces NOTAM, ça peut être soit le SIA, soit Eurocontrol. Ces zones, ce sont des zones temporaires qui peuvent être interdites de survol ou le survol par drone peut être conditionné à l'accord du gestionnaire. Ensuite, pour les zones aérodromes, vous voyez sur la carte apparaître des millefeuilles de couleurs. Soit le vol va être interdit, comme vous le voyez sur la légende, auquel cas ce sera indiqué en rouge, ou la hauteur maximale peut varier. Là, vous le voyez dans le dégradé de couleur jusqu'au jaune. Au voisinage de ces aérodromes, le vol par drone peut être soit interdit, donc c'est ce que j'ai dit en rouge, ou la hauteur maximale de vol peut varier. C'est des zones qu'on appelle des zones de protection des plateformes. Et donc, elles peuvent prendre la forme soit de millefeuilles, donc c'est ce que vous avez le plus représenté à l'écran. Sinon, vous pouvez avoir des formes, des ronds, quoi. Et ce sera le plus souvent des hélistations, sauf cas particulier, mais je vais pas revenir dessus. Ou vous avez même à l'écran, vous devez le voir en haut à gauche, une espèce d'araignée. Ça indique que le terrain a plusieurs pistes. Et quand le terrain a plusieurs pistes, on va appliquer ces règles juridiques pour chacune des pistes. Ce sont des zones qui sont prévues à l'arrêté espace. Cassandra, si tu me permets, j'ai une petite question. Oui, Il y a un petit débat que j'ai pas suivi en détail sur le chat, mais c'est concernant les aérodromes privés. oui, Est-ce que tu as quelques mots à nous dire par rapport à ça? oui, c'est une bonne remarque. C'est une très très bonne remarque. Les bases ULM et les terrains privés, on les retrouve pas à l'AIP. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une campagne en interne de référencement pour les ajouter. Je vous cache pas, c'est assez fastidieux, hein. On a regardé un par un les terrains et on a regardé s'il y avait encore de l'activité dessus ou pas. Voilà, j'espère que ça aura répondu à la question, mais oui, il peut y avoir des terrains privés non référencés qui ne sont pas, qu'on ne retrouve pas à l'AIP. Merci, Cassandra. Tac. Je vais passer à l'une des contraintes les plus importantes et qui suscite beaucoup de débats. Vous me direz aussi dans les commentaires si vous avez des remarques à propos des zones urbaines, des agglomérations, des zones peuplées. Dites-le moi. Cette notion de zone peuplée, elle est importante parce qu'elle va définir la catégorie de vol que l'on va choisir. Si vous voulez voler en zone peuplée, vous allez devoir choisir un S3 ou un STS-01 en catégorie spécifique, ce qui impliquera une notification en préfecture. Cette notion de zone peuplée, de zone d'habitation, etc., elle est aussi importante en sous-catégorie A3, mais cette fois-ci de la catégorie ouverte. Non pas pour y voler, parce que ce n'est pas encore possible en France de voler dans des zones peuplées en open, mais on a cette contrainte pour garder une certaine distance de ces zones. Par exemple, en sous-catégorie A3, la règle de vol implique d'être à 150 mètres au moins des zones résidentielles, commerciales, industrielles ou récréatives. En France, un drone est dit évoluer en zone peuplée, soit lorsqu'il est à une distance horizontale inférieure à 50 mètres d'une agglomération, soit lorsqu'il est à une distance horizontale à 150 mètres d'un rassemblement de personnes.
Je vais revenir à l'agglomération, mais pour la notion de rassemblement de personnes, bah là vous comprendrez qu'on ne peut pas vous le montrer en données. Ce serait intéressant, mais ce serait très compliqué. Pour avoir les rassemblements de personnes, il faudrait centraliser des données, je ne sais pas moi, sur les concerts qui ont lieu, sur les brocantes, etc. Il faudrait qu'on nous donne ces informations avec la bonne géométrie, savoir si l'événement est maintenu, s'il a été annulé, etc. C'est très fastidieux et du coup, pas vraiment possible de le montrer sur une carte, mais peut-être qu'un jour ce sera possible et qu'il y aura des données sur les éventuels rassemblements de personnes centralisés. Donc je vais revenir à cette notion d'agglomération. On a l'arrêté du 3, mais cette fois-ci l'arrêté, pas l'arrêté espace, l'arrêté qui concerne les scénarios standards nationaux. Il nous dit en son article 2 que la notion d'agglomération s'apprécie grâce aux cartes aéronautiques en vigueur diffusées par le service d'information aéronautique, le SIA, donc que ce soit les cartes 500 000, 250 000 ou 100 000. Là, on a une vraie problématique qui s'ouvre à nous, c'est que les contours des agglomérations présents sur les cartes aéronautiques ne représentent pas la réalité. Les agglomérations figurant sur ces cartes n'ont pas été mises à jour depuis des décennies. On ne risque donc pas de bien appréhender les contours de ces agglomérations. On voit un exemple à l'écran. Donc à gauche, vous voyez, je suis sur une carte aéronautique. Moi, j'ai pas envie de faire un S3, j'ai pas envie de voler dans l'agglomération de l'île Jourdain, j'ai envie d'être en dehors. Donc je fais mon point rouge que vous voyez à l'écran. Et à l'écran, vous direz comme moi, bah, je suis en dehors de l'agglomération, on voit l'agglo, elle est en jaune, il n'y a pas de souci. Et en fait, quand je vais zoomer et que je vais me retrouver sur la carte satellite à droite, ben, vous verrez que en fait, je suis en plein milieu de l'agglomération. Donc, une carte aéronautique, pardon, va être moins précise qu'une carte satellite. Donc on le voit, les cartes aéronautiques seules préconisées par la réglementation ne sont pas suffisantes. Donc je ne suis pas convaincue par les cartes aéronautiques, etc. Mais comme je suis juriste, j'ai envie de revenir à quelque chose de terre à terre et je me demande ce qu'est une agglomération. Donc je vais aller dans le code de la route et dans l'article R110-2, le code de la route va me dire que l'agglomération est un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalés par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde. Très bien. Des panneaux d'entrée, de sortie, etc. Je visualise bien le concept, mais je n'ai pas de liste exhaustive de toutes les agglomérations qui existent en France et j'ai pas de jeu de données directement associé qui me dit voici la liste des agglomérations, leurs coordonnées géographiques sont les suivantes, etc. Ce qu'on a fait dans Flyby, vous le voyez à l'écran, c'est qu'on a pris des données cadastrales pour essayer de reconstituer le plus finement possible des zones peuplées pour avoir des contours d'agglomération le plus propre possible pour que vous puissiez faire une préparation de mission le mieux possible. Donc vous le voyez en orange sur la carte, ce sont des zones probablement urbaines, donc ce sont des bâtiments rapprochés. Et on a agrégé donc, comme je le disais, des données récentes des bâtiments de manière à reconstituer des zones habitées qui vont être très proches des agglomérations réelles. Attention, disclaimer, le télépilote reste maître de l'appréciation de la situation. Il doit vérifier sur place s'il est en agglomération ou pas. On me dit souvent, oui, sur Flyby, j'ai une contrainte urbaine, mais je ne suis pas du tout en agglomération. Et ben oui, c'est vraiment à vérifier sur place et c'est important de le faire. On a également en jaune l'identification de bâtiments isolés ou à l'écart. Donc ça, on va vous l'indiquer. Ça aura peut-être pas d'incidence sur vos vols, mais ça vous donne une indication sur les bâtiments qui existent. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il peut y avoir de gros écarts entre ce qu'on peut voir sur une carte satellite et les données géographiques cadastrales plus à jour d'hygiène. Par exemple, je vais sur une carte satellite.
Et je me place sur un champ, je me dis, bon là, c'est bien, j'ai pas a priori de contraintes de type zone urbaine, etc. Et pourtant, j'ai une tache orange sur Flyby, c'est indiqué en orange, ce qui m'indique qu'il y a une contrainte de type urbaine. Bon, et ben, un lotissement aura été construit depuis lors sur ce champ, et donc vous aurez une contrainte de type urbaine sans forcément devoir de bâtiment sur la carte satellite, parce que la donnée cadastrale sera plus récente. Donc si je résume, et si vous m'avez bien comprise, la carte aéronautique est moins précise que la carte satellite qui elle-même est moins précise que les données cadastrales. Et ce que vous pouvez comparer aussi, c'est les cartes satellites entre elles. Une carte Google sera probablement plus actualisée qu'une carte Mapbox, par exemple. Donc là aussi, allez sur Flyby, regardez les différentes cartes, comparez, faites-vous un avis et voilà, recueillez le plus de données pour effectuer vraiment votre mission dans les règles de l'art. Quelques astuces, donc évidemment, repérer en conditions réelles cette notion d'agglomération, faire des repérages en amont si vous le pouvez, si c'est pas trop loin de chez vous. Et ce qui peut également vous aider si vraiment vous êtes perdu et vous ne savez pas si vous êtes en agglomération ou pas, c'est la consultation d'arrêtés municipaux. Dans ces arrêtés municipaux, vous aurez les limites d'agglomération. Attention, ils sont parfois difficiles à obtenir, mais vous pouvez les demander en mairie. On a également des données de densité de population qui peuvent aider à apprécier le risque, notamment si vous mettez en place une zone d'exclusion des tiers. Donc, je vais faire un autre disclaimer, mais voilà, le télépilote est le seul responsable de sa mission et on vous conseille vivement d'effectuer un repérage sur site pour lever tout doute et pour prendre des mesures de sécurité appropriées. Pourquoi je vous dis ça et j'insiste dessus, c'est parce que les conséquences, elles peuvent être lourdes. On a vu beaucoup d'infractions de type mise en danger de la vie d'autrui lors de survols de zones peuplées. Parce que si des personnes sont directement survolées, elles peuvent être exposées directement à un risque immédiat de mort ou de blessure en raison de la probabilité qu'elles soient percutées par le drone ou encore que celui-ci chute sur elles. Lorsqu'un tel délit est caractérisé, son auteur encourt jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Le télépilote encourt également la peine complémentaire de confiscation du drone ayant servi à commettre l'infraction. Donc j'ai trouvé deux exemples pour illustrer mes propos. En 2014, un jeune homme avait survolé la place Stanislas à Nancy et il a écopé d'une amende de 400 euros. Donc sur ce fondement-là, hein, mise en danger de la vie d'autrui. Et j'ai une autre décision de 2014 également. Il y avait 2 hommes qui avaient perturbé des activités de sauvetage en mer en faisant voler un drone d'activités de sauvetage et ils ont écopé de 4 mois de prison avec sursis. Oui, et Cassandra, Oui, juste peut-être un moment d'échange. J'ai vu que dans les chats, les personnes se questionnent sur la probabilité que les régulations changent dans un futur, je ne sais pas, proche ou lointain, et que les vols en milieu peuplé soient autorisés. Est-ce oui. que tu as peut-être des références de ce qui est fait autour de nous, peut-être dans d'autres pays? Comment tu vas évoluer cette situation, voilà, Donc, selon ton expérience? ouais, donc pour repréciser, le gros débat, c'est le survol de l'espace public en catégorie ouverte, parce que le survol de l'espace privé est permis en l'absence d'autres contraintes euh, Mhm. en, en agglomération. Mais là, on parle surtout du survol en catégorie open d'espace public. Alors, c'est une possibilité qui est offerte par la réglementation européenne. Donc, la DGAC française travaille à des mesures d'adaptation pour inclure cette possibilité-là en France. Et à ma connaissance, les travaux avaient stoppé avec les Jeux Olympiques, mais ils devraient maintenant reprendre sur le sujet. Et donc voilà, affaire à suivre, mais c'est dans les tuyaux en tout cas.
Ok, et juste, j'insiste encore parce que ça m'intéresse beaucoup. Quelles sont les alternatives qui peuvent se présenter à nous s'ils sont en train d'étudier des choses qui seraient autorisées? Ce serait potentiellement comment une solution pour voler un espace public en milieu urbain? Bah, ce serait en open et ce serait bah, des drones du coup avec un poids faible, etc. dans des conditions assez restrictives, j'imagine, mais j'en sais pas plus. J'ai pas pu consulter encore les projets qu'il y avait là-dessus, mais Ok, d'accord. J'imagine qu'ils vont peut-être définir des spécifications pour s'assurer que le niveau de risque reste très bas et que ce oui, soit bah acceptable oui, pour oui, la j'imagine. plupart de la population. Ouais. Mm. Ok, bon, Affaire à suivre, hein. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Merci. Merci. Tu poseras la question à la DGSE Exactement. directement. L'événement, le 3 d'octobre, c'est une belle occasion pour Ah, savoir Monsieur Combi, un ouais. peu sentir la température des choses qui se préparent pour Oui, l'avenir. oui, bah oui, ce serait une bonne idée ça. Parce que je pense Exact. que tout le monde attend cette réponse. Donc, Oui, oui, carrément. les ICAD contraintes aussi particulièrement particulières, hein. Donc ZICAD pour zone interdite à la captation aérienne de données. Vous les connaissiez peut-être auparavant sous l'acronyme ZIPVA, zone interdite à la prise de vue aérienne de données. Donc ces zones, elles sont listées actuellement par l'arrêté du 19 octobre 2023. Cet arrêté fixe la liste des zones interdites à la captation et au traitement des données recueillies depuis un aéronef. Donc ça, c'est une des contraintes vraiment les plus difficiles à respecter. J'ai plein d'anecdotes sur le sujet, mais parce que en fait, ça implique pour les télépilotes de lire le journal officiel, parce que ton obligation, elle entre en vigueur dès le lendemain de la publication au journal officiel. Donc j'imagine mal le télépilote qui fait sa veille juridique et qui va regarder, qui va lire le JO dans son intégralité tous les jours, le week-end, les jours fériés en congé, euh, pour, euh, pour vérifier s'il n'y a pas de nouvel arrêté ZICAD. Donc c'est extrêmement contraignant, hein. Ça implique une veille quotidienne. Et concrètement, chez nous, bah, je lis le journal officiel tous les matins. Et quand il y a un arrêté ZICAD, je suis maudite par mes équipes techniques parce que du coup, je leur demande d'intégrer les ZICAD dans la journée pour que les télépilotes l'aient le lendemain sur Flyby pour qu'ils puissent faire voler leurs drones en conformité avec la réglementation. Donc c'est hyper contraignant. D'autant plus que parfois on a des données qui sont pas vectorielles. C'est-à-dire qu'une fois, on nous a quand même publié un tableau sous forme d'image où tu as les données qui sont pas cliquables. Donc évidemment, il est hors de question de les recopier à la main parce que tu peux faire beaucoup d'erreurs dans les coordonnées géographiques, etc. en les recopiant. Donc j'ai dû envoyer tout un tas de mails pour retrouver la source de la donnée pour obtenir des données vectorielles. Donc chez nous, les ICAD, c'est vraiment l'épreuve du feu. En plus, le télépilote, quand il va consulter seul bah, l'arrêté, il va avoir des coordonnées géographiques. Donc, parmi toutes les zones, il faut qu'il regarde qu'il ne soit pas à proximité d'une zone interdite à la captation aérienne de données, s'il veut faire des prises de vue, etc. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour ces données, le géoportail, il a mis les dernières données à jour dans un délai d'environ 5 mois. Ce qui est important de souligner, et les choses changent, c'est que les ICAD, elles vont changer à partir du 1er octobre 2024. Donc vous aurez les nouvelles zones dans Flyby à partir du 1er octobre 2024. Il y a une trentaine de nouvelles zones, il me semble, par rapport au précédent arrêté. Et cette fois-ci, ces zones qui changent, donc elles changent au 1er octobre, mais elles sont prévues par un arrêté du 26 juin 2024. Donc cette fois-ci, vous me suivez, on a eu dans le journal officiel une date d'application. Donc on nous a laissé plus de temps pour intégrer ces données. Parce que par défaut, quand on n'a pas de date d'application, un texte il entre en vigueur le lendemain de sa publication au JO. Là, on a eu une date d'application qui était plus lointaine, donc les choses sont plus maîtrisées, on a le temps de les intégrer, donc c'est vraiment chouette. Donc attention au risque de sanctions sur ce type de zone, parce que la captation aérienne de données de zones interdites sans autorisation spéciale est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende en vertu de l'article 6232-8 du Code des transports.
Cassandra, là j'ai un doute personnel. Oui, Et parce que comme c'est une interdiction d'observation, je me demande comment les gens font pour contrôler que tu n'as pas observé l'endroit qu'il ne faut pas observer. Parce qu'il faudrait accéder à tes données. bah tu vas sur YouTube et tu regardes tous les télépilotes Ah, qui n'ont pas fait gaffe oh, et bon, qui ont publié la centrale nucléaire de Fessenheim comme on voit à l'écran. ok, voilà. Non, mais c'est ouais, malheureusement, ça arrive souvent et on le voit souvent. Je sais pas, moi, sur les groupes Facebook, sur les vidéos YouTube, on peut s'en rendre compte assez vite. D'accord. Bon, Après, je sais ça, pas. c'est les gens même qui se dénoncent, quoi. Enfin, eux-mêmes, Oui, mais ils comme sont, ils le savent ils sont pas, là. ils ont pas parfois idée Oui, parce que ouais, ils ignorent la loi. Ouais, d'accord. Et d'ailleurs, il me semble que la majorité des condamnations où tu as des vidéos hein, impressionnantes de survol des villes à Paris, etc., c'est parce qu'on a retrouvé des vidéos et pas parce qu'on a aperçu le télépilote. Après, si les forces de l'ordre l'aperçoivent, s'il y a une saisie du drone, si l'on a infraction, etc., il est possible de saisir le drone, donc les vidéos. Donc, Oui, bien sûr. Après, dans l'autre sens, c'est aussi possible de voler, de survoler ces zones-là sans l'observer. euh, Ça c'est- ne serait pas ouais. dans l'infraction. Ouais, bah, les zones interdites de survol et les zones interdites à la captation de données, c'est pas les mêmes. Et elles se recoupent pas nécessairement, mais parfois oui quand même. Donc, parfois D'accord. elles sont aussi interdites de survol et parfois pas. Mhm. OK. Voilà. C'est pour clarifier. Ce serait intéressant de faire le comparo d'ailleurs du nombre de zones interdites à la captation de données qui sont aussi interdites de survol. Ce serait intéressant de faire le ratio. Sur les réseaux. Tout d'abord, les lignes haute tension. Vous avez des petits points verts qui symbolisent les pylônes. C'est important de prendre en compte ces pylônes à titre d'obstacle, mais aussi à des fins d'inspection pour les opérateurs qui sont concernés par l'inspection de ces lignes haute tension. Ensuite, pour ce qui a trait au réseau routier et au réseau ferré, là aussi, il y a de vastes débats. Il y a pas mal de fake news qui circulent un peu partout. Je vais essayer d'être assez claire, mais euh, on a un tampon de 30 mètres à respecter autour du réseau routier et du réseau ferré qui est prévu dans l'arrêté du 3 mai, l'arrêté du 3 qui a trait à la définition des standards nationaux, donc uniquement en catégorie spécifique. Par contre, on a une carence en catégorie ouverte. On n'a pas de distance de 30 mètres de ces réseaux qui est imposée en catégorie ouverte. Alors que je lis partout le contraire, mais voilà. On est un peu embêté du coup parce que la catégorie ouverte est à plus faible risque. Du coup, on devrait se dire qu'elle devrait être moins permissive que la catégorie spécifique. Donc voilà, pour moi, c'est un problème. On a vraiment une carence dans la réglementation. Après, j'ai trouvé un petit palliatif, mais qui ne me satisfait pas complètement. Mais dans le règlement 2019-947, on nous dit que le télépilote interrompt son vol lorsque la poursuite est susceptible de présenter un risque pour d'autres aéronefs, des personnes ou des animaux. Ainsi, on peut s'en douter, hein, l'exploitation d'un drone à proximité d'une voie ferrée ou d'une route pourrait présenter un risque pour les personnes et les biens. Donc on peut se fonder là-dessus pour se dire que légitimement, même en catégorie ouverte, il faut rester à bonne distance du réseau routier et du réseau ferré. Nous, en tout cas, on a fait le choix sur Flyby d'appliquer cette zone tampon, peu importe la catégorie de vol, parce que voilà, par mesure de sécurité et de prévention. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la tâche est ardue ici aussi parce que pour avoir un buffer qui s'applique bien, il faut qu'il suive bien la route ou la voie ferrée. Et donc, pour avoir des éléments assez précis, en fait, il faut que les données de base sur les routes et sur les voies ferrées soient extrêmement précises. Sur les obstacles,
Pour effectuer un vol en toute sécurité, il est indispensable de prendre en compte les différents obstacles à la navigation aérienne. Donc là, j'ai pas énormément de choses à dire sur le sujet. Vous avez les règles juridiques qui concernent les obstacles qui s'affichent à l'écran. Sur les zones naturelles, là encore, il y a quelques critiques qu'on peut émettre. Si le survol de parcs nationaux ou de réserves naturelles est toujours interdit, sauf dans des conditions précisées par l'information aéronautique ou par des textes réglementaires, pour les autres types de zones naturelles, le survol n'est pas habituellement interdit, mais il peut l'être par arrêtés préfectoraux. Donc là, évidemment, nous, on n'a aucun moyen d'intégrer tous les arrêtés préfectoraux qui prévoient des interdictions au survol par drone dans Flyby. Donc c'est très compliqué. On va quand même indiquer aux télépilotes pour les autres types de zones, c'est-à-dire pour la protection des biotopes, pour la protection des habitats naturels, pour les zones Natura 2000 et pour les zones de sensibilité majeure, on va indiquer aux télépilotes de vérifier quand même qu'il n'y a pas un arrêté préfectoral qui lui interdirait le survol par drone. Donc c'est à lui de se renseigner et là, pareil, j'ai cherché à voir comment intégrer cette donnée d'arrêtés préfectoraux, mais c'est pas possible et c'est pas toujours publié sur le site des préfectures en plus, donc c'est invérifiable et puis les préfectures ont pas les documents qui sont normalisés au même endroit, etc. Donc ouais, c'est impossible de faire un recensement national là-dessus. Sauf si vous avez des idées, voilà, toute bonne idée, bonne à prendre, mais voilà. C'est un peu compliqué. Donc, ce qui peut être dit sur les zones naturelles aussi, c'est que ben, il faut y prêter une attention particulière parce que ce type de survol peut perturber la faune sauvage, donc les oiseaux et mammifères notamment, et plus particulièrement à certaines périodes de l'année, comme au moment de la nidification et de l'éclosion, également quand vous volez près des animaux. J'ai un exemple de condamnation d'une personne qui a fait voler son drone dans une zone naturelle hors parcs nationaux et réserves naturelles et qui n'avait donc pas vérifié un arrêté préfectoral. Cet homme a écopé d'une amende de 150 euros au titre de violation d'arrêté visant à favoriser la conservation de biotopes nécessaires aux espèces protégées. C'était dans le département de l'Ain et c'était en 2019. Sachant qu'ici, c'était une transaction pénale, donc un mode alternatif au règlement du litige, et que ce télépilote encourait un maximum de 750 euros d'amende. Et c'est une infraction qui est prévue par le Code de l'environnement. Donc là aussi, c'est compliqué. Enfin, est-ce qu'on peut légitimement en vouloir à un télépilote qui a fait sa préparation minutieuse, qui allait par exemple sur Flyby, qui a fait tout dans les règles de l'ordre, de ne pas avoir vérifié un arrêté préfectoral? Ben, on voit malheureusement que le risque de sanction existe et c'est dommageable, surtout pour des personnes qui sont vraiment de bonne foi et qui sont scrupuleux dans leur préparation de mission. Dernière contrainte, mais qui n'est pas une contrainte géographique à proprement parler, mais qui est déterminante pour effectuer un vol en toute sécurité, c'est la météo. Le vol, il ne doit pas être entrepris si les conditions météo ne sont pas compatibles avec les limites d'utilisation de l'aéronef. Donc là, il faut faire attention à votre documentation technique sur votre drone. Parfois, ils ne doivent pas être utilisés sous les précipitations. Certains ne vont pas résister à plus 40 degrés ou moins 20 degrés, ou ils ne vont pas supporter des rafales de vent qui seraient trop importantes. Donc on n'a pas spécialement d'obligation sur la météo dans les textes, mais j'en ai quand même vu une à l'arrêté espace. En cas d'évolution hors vue, le drone doit être utilisé hors des nuages. Plusieurs données météo sont intégrées dans Flyby et peuvent être prises en compte pour vous aider à préparer vos missions. On a des données météo de type aéro, hein, donc les METAR et les TAF. Un METAR, c'est un rapport d'observation météorologique pour l'aviation, donc ça va être en temps réel. Et un TAF, ça va être une prévision météorologique qui est valable pour 6 à 30 heures.
On a quand même sur Flyby aussi des prévisions sur 10 jours, parce qu'en général, les télépilotes, ils préparent très en amont leur mission. Donc ça peut être important d'avoir des prévisions sur le long terme, même si, attention, la fiabilité n'est pas optimale sur la météo à 10 jours. On a aussi un radar de pluie pour voir les zones où les précipitations sont attendues. Et on a aussi, je vois beaucoup d'articles sur le sujet d'ailleurs, sur l'indice KP. Il y a un risque de perturbation électromagnétique. Si l'indice KP est trop fort, cela peut perturber les instruments de mesure du drone, son positionnement GPS ou les commandes de pilotage. C'est un indice qui s'apprécie, il me semble, mais je ne suis pas sûre, hein, de 1 à 9. Et il me semble qu'autour de 4, ça commence à être critique pour effectuer un vol. Après, j'ai pas plus d'infos sur l'indice KP. Voilà, j'ai jamais rencontré de problématique en vol à cause de l'indice KP, mais si vous avez rencontré des problématiques, dites-le nous dans le chat. Cassandra, j'ai une question ici qui est peut-être pertinente pour cette slide, justement. Quelle est votre source de données, METAR ou TAF? Métard ou TAF, Ouais, METAR ou TAF. ça, il faudrait demander à mon responsable technique, je ne sais pas. Bonne question. D'accord, ça marche. Peut-être que mon responsable technique est... De toute façon, tu laisseras tes coordonnées Oui, de toute façon, il y et, a mes coordonnées à la fin, euh, il n'y a pas de souci. sont des doutes précises. Ah ben voilà, je crois qu'il l'a dit. NOAA plus Météo France. Ah, d'accord. Voilà. Donc, c'était la fin de ta présentation, si je ne me trompe pas? Oui, tout à fait. Alors, hop. On vous a fait chez Airspace Drone un e-book qui prévoit toutes les données dont je viens de vous parler avec des applications pratiques dans Flyby. N'hésitez pas à le télécharger sur la page LinkedIn de Airspace Drone. Et voici mes informations de contact si vous avez d'autres questions qui persistent après le webinaire. Super, Cassandra. Merci pour cette présentation très riche en informations. Et merci pour les petits documents que tu laisses à côté, que tu pourras nous partager aussi. Sûrement, ça sera intéressant pour lecture, pour pouvoir intégrer toute l'information. Alors, j'ai quelques questions qui se sont cumulées, mais il y en avait une qui m'intéresse, mettra en profit tes compétences euh, je connais plus les mots, mais j'essaie de retrouver la question des juristes. Voilà, des juristes. C'était un cas assez spécifique et peut-être ça peut nous servir comme base pour des échanges intéressants. Il y avait beaucoup d'échanges, donc c'est un peu compliqué de trouver la question. En tout cas, Et ça fait oui, plaisir je vois que beaucoup les de réponses gens aussi. ont Ouais. échangé pas mal. Et les gens ont échangé pas mal et ça fait plaisir que cet espace Oui, serve. merci beaucoup d'avoir posé des questions, apporté des réponses, c'est super. Ouais. Ta, 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 ta. Alors, je ne le retrouve plus, mais des mémoires, je pense que c'était quelque chose comme point de vue d'un juriste, d'une infraction où un télépilote provoque un danger à une personne, un milieu peuplé, en zone publique, et que le télépilote n'était pas formé. Mm. De ton point de vue, comment tu vois juridiquement les conséquences pour cette personne? Ben, tu vas avoir des infractions qui vont être, comment dire, plusieurs infractions pourraient être retenues à l'encontre d'une personne. Par exemple, je sais pas, moi, il y a mise en danger de la vie d'autrui, il y a atteinte à la vie privée parce que tu as pris des photos, je sais pas, de ta voisine dans la piscine, etc. Il y a différentes infractions qui vont pouvoir être retenues à l'encontre d'un télépilote.
Il y a aussi toutes les infractions du type j'avais un drone de plus de 800 grammes, je ne l'ai pas enregistré. J'ai manqué à mes obligations de formation parce que j'étais tenue, je sais pas moi, d'avoir le CATT, etc. Donc oui, il y a plusieurs types d'infractions qui vont pouvoir être retenues. Malheureusement, je peux pas toutes les énumérer parce que Oui, enfin, oui. il y en a plus J'imagine qu'on ne que croit, ça mais demande aussi de se renseigner et que les cas soient aussi décrits de façon précise pour savoir exactement quelle est la situation. Mais Euh, il y a un cas intéressant là que j'ai vu beaucoup sur les forums récemment. Il y a un touriste allemand qui a survolé les jardins de Monet à Giverny. mhm, Et en fait, les articles sur le sujet sont très compliqués à comprendre parce qu'on ne sait pas trop finalement pour quel motif il a été condamné. De ce que j'ai cru comprendre, il ressortait qu'il n'aurait pas enregistré son drone de plus de 800 grammes. Mais mhm, en volant au-dessus de Giverny, du coup, potentiellement, tu as une mise en danger de la vie d'autrui parce que tu peux avoir énormément de public dans les jardins de Monet en général, etc. Ensuite, il me semble qu'il y a une zone Voltac à cet endroit, etc. Enfin voilà, il y a plusieurs types d'infractions qui auraient pu être retenues contre lui. oui. Et merci pour cet exemple. Euh, il nous reste, bon, en fait, il nous reste plus de temps. Et du coup, bon, je vais clôturer le webinaire. Comme ça, on peut tous partir à continuer avec notre soirée. Oui. Je ne vous pique plus, pas plus de temps. Peut-être que vous avez des engagements après. Et pour finir en douceur, ben, je te remercie, Cassandra, énormément de ta participation. Merci Euh, beaucoup à toi parce que ce que vous voyez pas, c'est il a beaucoup travaillé, Giulio, pour m'aider à améliorer la présentation et avoir un œil de non-juriste pour vérifier que c'était pas trop répétitif ou autre, et pour avoir une présentation la plus dynamique possible. Donc si vous avez une présentation dynamique, c'est grâce à lui. Ah, merci, merci. Je le fais avec plaisir. Et il y a beaucoup de bons commentaires aussi sur le groupe. Je ne sais pas si tu as l'occasion de le voir, Cassandra, Oui. mais je te l'ai dit, il y a des J'ai bons commentaires. réussi à afficher la petite Ils sont fenêtre. contents de notre présentation. Et je vais finir juste avec deux annonces qui vont être intéressantes pour vous. Il y a un groupe LinkedIn que je vais vous partager sur le chat si vous avez encore le temps de noter quelque chose. Là, vous pouvez me laisser vos retours positifs ou moins positifs et sur des choses que vous souhaiterez que ce soit présenté dans le futur, des choses améliorables, etc. Bon, échanger avec vous, ça m'intéresse. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ce groupe LinkedIn. Plus on est nombreux, plus sympa c'est. Et je vais vous laisser les liens de la page YouTube des ENAC Alumni où vous allez pouvoir retrouver l'enregistrement de cette présentation pour la consulter plus tard. Et je vais poster sur les groupes LinkedIn les liens de YouTube quand le webinaire sera posté. Donc voilà. Merci encore toutes les personnes qui se sont connectées. Merci Estelle, De merci rien. Cassandra. Et je vous libère. Vous pouvez continuer avec votre soirée.